L'Académie française dévoile son palmarès pour l'année 2021. Il contient cette année pas moins de 65 distinctions et la grande médaille de la francophonie revient au Djiboutien Abdourahmane Ouaberi. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir ici. Ouais, bon anniversaire surtout à oui. vous. Faut pas l'oublier. Ah bah oui, c'est mon anniversaire, 56 ans. Ça, je m'en remets toujours pas, mais c'est bien de les fêter ici avec vous. Ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. Je suis jeune encore dans ma tête. Toujours. 56 ans, dont 35 passés en exil en France, auteur d'une dizaine de livres et un style Ouaberi bien à vous. L'un d'eux vous a révélé ses cahiers nomades, où comme souvent vous évoquez cette nostalgie de votre pays natal, Djibouti. Elle est encore présente en vous, monsieur Ouaberi? Oui, c'est le pays, on le transporte avec soi. Hein, vous savez, c'est quelque chose qui est non seulement physique, mais mental, psychique, spirituel. Donc partout où j'irai, Djibouti sera avec moi. Vous faites référence à Cahiers nomades qui date de 1996 et qui m'a valu le Grand Prix de l'Afrique noire, le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Et donc c'était quelque chose qui m'avait déjà à l'époque, disons, poussé à écrire le troisième, parce que vous savez, un écrivain ou un artiste, il a besoin d'énergie, il a besoin de récompenses pour avancer. Hein. Pas pour se glorifier, mais pour garder l'énergie. Voilà, c'est ça. Alors, c'est en 97 que vous quittez Djibouti, cette fois pas pour vos études, mais pour l'exil. La raison, quelle est-elle? Disons qu'en 85, j'étais venu pour faire des études. Et en 97, je me rends compte que je ne peux pas vivre à Djibouti parce que j'étais devenu un artiste et j'avais aussi une façon de parler, une manière de regarder la société qui n'était plus conforme avec la doxa locale et avec les autorités. Donc, je suis devenu... Disons que les autorités djiboutiennes et moi-même, nous nous sommes séparés parce qu'on n'avait pas le même tempérament. Justement, la dérive sociale et politique, c'est un thème récurrent dans vos œuvres. Le président djiboutien Omer Guelleh, qui rempile pour un 5e mandat avec plus de 97% des voix, c'était en avril dernier. Et j'imagine que ça vous fait réagir. Ça me fait sourire plutôt parce que toutes les élections que le président Guelleh a soi-disant gagnées n'étaient pas vraiment des élections réelles. Il n'y avait pas des candidats sérieux comme ça l'a été la dernière fois, soit l'opposition avait boycotté le scrutin et donc il s'est retrouvé tout seul. Mais nous avons des problèmes de gouvernance, donc nous avons des règles de jeu qui ne sont pas respectées. Et pour l'instant, malheureusement, il n'y a jamais eu vraiment d'élections respectables et respectées à Djibouti. En 2007, vous et 43 autres écrivains, dont Alain Mamankou, avez signé un manifeste en faveur d'une littérature monde plutôt que francophone. Or, aujourd'hui, vous êtes professeur de littérature française et francophone à Washington, aux États-Unis, et vous venez donc de remporter la grande médaille de la francophonie par l'Académie française. Donc, est-ce la francophonie qui a changé ou c'est votre vision de la francophonie qui a changé? Vous voyez, la francophonie, elle évolue aussi, elle est comme la société. Donc l'Académie française, qui est le lieu matriciel de la francophonie, reconnaît des talents tous les ans. Les écrivains, en même temps, dans leur coin, travaillent et parfois se réunissent en groupe pour faire des manifestes. Ce qui était le cas en 2007, c'était une manière de dire aussi: ne séparez pas les écrivains et les artistes dits francophones et les écrivains et artistes dits centraux ou métropolitains. Et dans ce cas-là, par exemple, où est-ce qu'on va placer les écrivains antillais, par exemple, qui sont à la fois français, évidemment, mais qui sont parfois aussi considérés comme des francophones. Donc, dans ces manifestes de 2007, il y avait Alain Mabankou, Feu Michel Lebris, les prix Nobel Feu Édouard Glissant, les prix Nobel Leclésio. Nous disions en fait simplement que les écrivains dits francophones et les écrivains dits français ont beaucoup plus de choses à avoir en commun qu'on ne l'imagine souvent. Que ne l'imaginent en tout cas les institutions comme la presse, l'édition, voire parfois l'université. Et Paris gagné alors aujourd'hui? Oui, le pari est gagné. Nous avons eu aussi notre confrère Dany Laferrière qui est devenu académicien. Donc il y a des choses qui ont avancé. Alain Mabankou a eu aussi la chaire du Collège de France. Donc il y a une reconnaissance plus importante des écritures ou des artistes dits de la francophonie. Et aujourd'hui, on va vers une littérature monde en français, c'est-à-dire une manière tout à fait conviviale et peut-être moins divisée qu'auparavant. Vous avez toujours soutenu les mouvements antiracistes en France ou ailleurs, notamment l'affaire Adama
Traoré. À ceux qui disent que le racisme en France n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis, que répondez-vous? Bien sûr qu'il n'est pas les mêmes, mais voyez-vous, moi j'envisage, souvent on entend dire que les gens qui sont antiracistes sont des identitaires. Moi je trouve que c'est pas la bonne manière, c'est le langage du Front National de qualifier les gens d'identitaires. Moi j'appellerais ça la vérité pour Adama, le collectif de la vérité pour Adama, comme un groupe de combat antiraciste. Et j'ai apporté mon soutien. Je suis allé plusieurs fois, 2 fois cette année, j'étais encore. Et je considère que d'abord, en tant que Français, la justice et la vérité doivent être apportées dans ce cas-là, dans cette affaire-là. Et d'autre part, plus généralement, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique ou ailleurs, les gens qui se battent dans ce qu'on va appeler des collectifs minoritaires, que ce soit contre le racisme, que ce soit les questions de genre, le groupe lesbien, etc. Ces gens-là font avancer au fait de la société. Vous voyez, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas des gens qui sont dans des petits combats groupusculaires minoritaires, ce sont des gens dont finalement les gains qu'ils ramènent au niveau de la société est profitable pour tous. Donc ils font avancer la société. Par exemple, et je finirai là-dessus, les Black Lives Matter ou le groupe de combat américain noirs américains depuis longtemps ont fait avancer la démocratie américaine. Donc aujourd'hui, si on a eu quelqu'un comme Obama, c'est à cause du combat qui a été fait dans les années 60 et même auparavant, vous voyez. Donc les gens qui se combattent pour des segments de la société ou pour des questions dites minoritaires font avancer la société globalement. Et justement, vous qui êtes enseignant, quel est le rôle de l'enseignement dans ces sociétés occidentales métissées où se côtoient finalement toutes sortes de nationalités, d'origine? Oui, nous avons là aussi un outil, la langue française et la francophonie qui transcende, n'est-ce pas? Elle est présente sur 5 continents, elle est très présente dans les cercles académiques, notamment dans l'université américaine. Et donc c'est un lieu c'est à la fois un lieu, c'est à la fois un process, c'est à la fois une méthode pour faire avancer les questions de démocratie, pour amener les gens, pour avancer, faire connaître les uns et les autres. C'est ce qu'Édouard Glissant appelle d'un mot, hein, la créolisation. Donc je suis, de ce point de vue-là, un petit glissantien d'une certaine manière. Et Édouard Glissant nous a donné des outils qui se négocient, notamment à travers la langue française, et qui nous permettent de vivre mieux ici et ailleurs en même temps. Abderrahmane Ouaberi, merci. Je rappelle que vous serez jury lors de la 27e édition du FESPACO à Ouagadougou, reporté à octobre pour cause de pandémie. Votre dernier livre s'appelle « Pourquoi tu danses quand tu marches » aux éditions Lattès. Et je rappelle aussi que vous venez de remporter la grande médaille de la francophonie par l'Académie française. Félicitations à vous. Merci à vous. Merci.